la base d'une coopérative qui comprend une centaine d'agriculteurs ou d'éleveurs. Il y a à chaque fois 1,2 actifs dans une exploitation. Donc ça fait quoi, 110, 120 personnes qui, l'un de l'autre, managent 5-6 000 animaux et produisent 20 millions de litres de lait. Un jour, le directeur de cette coopérative est venu me voir en me disant: Monsieur Lecomte, est-ce que vous pourriez nous aider? On a un problème, c'est que quand même depuis 20 ans, on est soutenu par les politiques locaux et à la hauteur d'à peu près 5 millions d'euros par an en subventions qui sont données à chacune des exploitations ou distribuées en soutenant le prix du lait. Et bien évidemment, ça fait un peu tâche dans la société civile. Pourquoi on va soutenir une production alors qu'on pourrait acheter du lait beaucoup moins cher en Nouvelle-Zélande ou utiliser cet argent d'une autre manière? Et bien évidemment, il me dit, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait qu'on produit 20 millions de litres de lait. Derrière, ça a un effet sur l'activité dans le territoire où on se trouve, mais comment pourrait-on quantifier ça, le nombre d'emplois ou l'activité économique? Bon, il s'était livré à déjà pas mal d'inventaires du nombre de personnes qui travaillent là dans les différents services d'approvisionnement ou de traitement ensuite du lait lui-même. Mais bon, la démarche n'aboutissait pas. Bon, en bon chercheur, il dit il y a effectivement des méthodologies, c'est pas ma spécialité, je suis agronome, pas économiste, mais je sais qu'en faisant des matrices de comptabilité économique et sociale, on peut quantifier des effets. On s'est donc lancé là dans une opération qui a nécessité d'abord et avant tout un partenariat très très fort, parce que pour faire ça, il faut avoir les comptes de toutes les entreprises, et vous imaginez bien que la coopérative laitière, l'industrie laitière ou le fournisseur d'aliments n'a pas nécessairement envie d'aller démontrer toutes les données de son bilan. Donc la filière en elle-même était aux données, et si je les résume de manière très simple, j'ai dû restituer dans une séance publique, et c'est de cela que je vais vous témoigner, des résultats qu'apportait cette étude. Il y avait quoi dans une grande salle comme celle-ci, à peu près 200 personnes, la direction de l'agriculture, enfin tous les représentants des différentes institutions. Et en quelques minutes, je leur ai montré comment, effectivement, la valeur qui est à peu près 10 millions d'euros de lait qui sort des entreprises laitières, donc des fermes, quand elle rentre dans tout le secteur de la transformation et de la distribution, et quand on y inclut aussi tout l'approvisionnement en aliments et autres intrants qui sont faits dans l'exploitation, cela aboutit à une valeur finale qui est de l'ordre de 28 millions d'euros. Le calcul, il est simple, ça fait un effet multiplicateur d'à peu près 2,8 sur l'activité. Et quand on calcule là-dedans la part des salaires qui sont distribués et qu'on le ramène à l'équivalent d'un SMIC, ça représentait 1400 emplois à l'échelle du pays. Pour l'anecdote, le directeur général de l'Agri dit « Monsieur Lecomte, enfin, la recherche nous apprend quelque chose ». Ça m'a à la fois bien fait plaisir. Coordinateur en Afrique de l'Ouest d'une ONG belge, Aide au développement Jean Blou. Jean Blou qui est certainement le nom d'une petite ville de Belgique qui est très connue de beaucoup d'entre vous parce que c'est la ville de la faculté d'agronomie. Et donc par le jeu des évolutions institutionnelles progressives dans ces 30 ans d'histoire, cette ONG Aide au développement Jean Blou est devenue depuis quelque temps l'ONG universitaire de l'Université de Liège, à laquelle la faculté de Jean Blou est maintenant rattachée. Je suis par ailleurs donc le président de la plateforme des ONG européennes au Sénégal, qui est une association qui regroupe aujourd'hui 36 ONG d'origine européenne qui souhaitent échanger, collaborer, mettre en commun dans leur pratique et dans leur exercice de leur métier de représentation de la société civile européenne, ici au Sénégal. J'aurai un propos qui sera très court, pour vous rassurer, et qui va essayer de faire le lien justement entre l'exercice de notre mission d'ONG et l'exercice qui nous a été proposé ce matin d'analyse de l'impact de la recherche agronomique. Il se trouve que justement la semaine passée, ADG rassemblait tous ces opérateurs venus de 4 continents pour réfléchir sur notre approche stratégique et nos pratiques, etc., dans notre semaine stratégique annuelle, et qu'on a consacré 2 jours à la mesure d'impact. Tout simplement parce que l'anniversaire de nos 30 ans aidant, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était bien en peine de dire au bout de 30 ans
qu'est-ce qu'on avait produit concrètement, à quoi on avait servi concrètement, et qui semblait indispensable dans un exercice de maturation de cette ONG, qui est vraiment une ONG de taille moyenne, hein, qui n'a pas l'envergure du CIRAD, bien évidemment, mais que c'était intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut afficher comme résultat tangible ou comme impact tangible dans l'exercice de notre mission depuis une trentaine d'années et pour les 30 prochaines années. Et on s'est notamment questionné sur la manière de passer de l'exercice qu'on fait aujourd'hui d'évaluation de l'atteinte des résultats et des objectifs des projets que nous mettons en œuvre, et donc dans un exercice de reddition de comptes où régulièrement on évalue de manière concrète ce qu'on a fait, comment on passe de ça à une analyse d'impact qui est beaucoup plus structurelle, mais qui nécessite, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, un pas de temps tout à fait différent. Mesurer l'impact, ça ne se mesure pas de la même manière que de mesurer le résultat atteint dans un projet de 2 ans, bien évidemment. C'est grâce à Louis Dumont, en 1981, quand il avait écrit son dernier ouvrage, L'Afrique étrangère, il nous avait dit, vous autres Sénégalais, ce n'est pas à moi de trouver des solutions pour les problèmes de votre agriculture, c'est à vous de vous lancer sur le terrain et vraiment d'aller travailler et de trouver des solutions pour votre pays. Je pourrais dire que cela m'a piqué et je suis parti dans les jardins de Colobane sans pour autant avoir aucune connaissance technique, agronomique, quelle que soit. Et donc je suis autodidacte en agriculture écologique. Bon, j'ai commencé mes béabas dans les jardins de Colobane, ici à Dakar. Et je faisais l'agriculture, disons, semi-biologique, parce que je ne connaissais pas à l'époque l'agriculture biologique. Et un beau jour, donc je faisais une agriculture avec du maraîchage, un peu d'arboriculture et avec des engrais organiques. Mais je n'avais pas de solution, je ne connaissais même pas ce que c'est que l'agriculture biologique, mais j'utilisais les pesticides. Voilà. Et j'ai eu une fois un problème avec les pesticides parce que j'avais cultivé des choux et mes choux étaient attaqués par le ver et du lard. Je me suis rapproché du Centre national de recherche de Cameroun. J'avais des fiches techniques, donc en tant qu'étudiant, donc je pouvais savoir, comprendre les choses. Et je me suis rendu chez les vendeurs de pesticides et j'ai pris la supermétrine que j'ai utilisée dans mes arrosoirs. Je n'avais pas de pulvérisateur, on l'utilisait à main nue. Et le lendemain, j'ai gardé les arrosoirs dans la mare. Le lendemain, j'ai trouvé tous les crapauds et les poissons étaient en l'air, devant en l'air. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a mis quelque chose. Je me suis rendu compte que c'est moi-même qui avais empoisonné ma mare. Et donc, ça m'a fait très mal. J'ai remercié au nom de mon directeur qui était là tout à l'heure, l'ISRA et le CIRAD de nous avoir associés à cet événement. À l'ISRA, je suis chez moi parce que le grand patron d'ici, c'est mon frère de sang de Michigan State. Donc quand je suis ici, je suis chez moi. Donc aussi le CIRAD, nous avons eu une réunion l'année dernière qui a été extraordinaire. J'étais avec le directeur général de l'ISRA qui a été, elle l'a dit, le directeur de la recherche et de l'innovation du CORAP. Les gens là-bas m'appellent DRI, que mon épouse a pensé que c'était un petit nom sénégalais qu'une dame m'avait donné. Je lui ai dit non, ça veut dire tout juste directeur de recherche et innovation. Donc, l'impact de la recherche, comme elle disait tout à l'heure, nous couvrons 23 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le président de notre conseil d'administration se trouve être le directeur général de l'ISRA. Et donc, comme il le sait, l'impact de la recherche, c'est très, très, très important pour le CORAP. Parce que c'est tout à fait normal. Quand les bailleurs de fonds nous font l'honneur de nous donner des fonds pour travailler dans la sous-région, la première des choses qu'ils nous demandent, qu'est-ce que vous avez fait avec notre argent? En fait, l'impact, c'est ça, quand on y pense sérieusement. Qu'avez-vous fait avec l'argent qu'on vous a donné? Et il faut répondre à ça et ce n'est pas facile. Donc, l'impact de la recherche est en train de prendre de l'ampleur
non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et le CORAF veut en faire son cheval de bataille. Nous avons deux gros programmes qui s'achèvent. Le West Africa Agricultural Productivity Programme, le WAP que tout le monde connaît, et le WASP qui est le West Africa Seed Programme. Ils sont de très gros projets et actuellement nous sommes en train de travailler sérieusement comment faire pour faire une étude d'impact de ces deux programmes. Beaucoup apprécié sa présentation, mais je voudrais savoir comment y accéder. Parce que si les organisateurs pouvaient me permettre d'avoir un exemplaire de sa présentation, ce serait bien. Qu'on soit obligé d'aller chercher l'impact de vos recherches. Une chose. Ça a changé maintenant, je pense, avec les plateformes d'innovation initiées par le CORAF. L'idée est de pouvoir un peu améliorer donc, la recherche-développement et d'avoir un impact au niveau social, mais au niveau développement. Donc, dès le début, la recherche essaye d'impliquer les acteurs. Donc, on a essayé de revoir un peu la conception de nos projets de recherche, pour dire que le chercheur ne doit pas seul rester dans son coin et écrire son projet. Donc, on essaye dès le début de mettre... C'est une partie donc sur un mode participatif, comme vous venez donc de le présenter, Étienne, et qu'à travers votre présentation également, l'analyse donc croisée donc, des différentes institutions. Et ce qui m'a plu dans tout ça par rapport donc, aux différents modèles, le premier cas qui traite donc du transfert. Étienne, s'il permet cette familiarité, parce qu'on ne se connaît pas très bien. La première question est relative au point 4 sur les leçons, c'est-à-dire les interactions avec les acteurs publics et politiques. Bon, durant tout son exposé. Parce que nous voulons rapprocher ces deux côtés de la balance, nous voulons surtout pas de divorce. Donc là, quel serait le dosage dans cet effort de sensibilisation? Dernier commentaire est un peu lié à ce que je viens d'entendre ici dans la salle. On a parlé des médecins, je crois que c'est une bonne analogie à bien penser. Parce que quand on va chez un médecin, évidemment, si c'est un cancérologue et que vous souffrez de diabète, vous n'allez pas avoir les bonnes réactions, les bons conseils. Donc, est-ce que nous sommes équipés? Et ici, c'est lié aussi avec la question de ce qu'on vient d'entendre concernant la question de l'innovation, parce que vous allez chez le médecin, il va peut-être diagnostiquer que vous avez bel et bien le diabète et non pas le cancer, mais est-ce qu'il a des médicaments? Est-ce qu'il a des thérapies à apporter? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être... il faut qu'il y ait des moyens pour vous soigner, mais est-ce qu'il va vous soigner? Ça, il n'est pas tout. Je le dis en tant que médecin. Bien. Aussi, je pense aussi, pour calculer les mathématiciens, quand c'est difficile, quand le calcul est difficile, ils mettent des actions. C'est clair, c'est fixé. Et quand vous demandez c'est difficile également, mettez des postulats. Donc, je crois qu'on a dit qu'on peut fixer. Il se présente toujours comme ça, hein, ancien DG de l'ISRA, etc. Et il milite énormément pour dire que la transformation, hein, le changement d'échelle voulu par le président Macky Sall doit se baser sur les résultats de la recherche. Voilà. Et donc cette volonté politique aussi du ministre de l'Enseignement supérieur de développer l'enseignement professionnel et professionnalisant et d'engager tout le pays sur cette réforme est complètement crucial, parce que finalement on voit l'impact niveau 1, mais c'est l'impact niveau 2, c'est la transformation de l'agriculture. C'est là-dessus qu'il faut agir, et on voit que nous, chercheurs, on a peut-être un petit peu de mal à aller jusque-là, que ça nous échappe, qu'il y a des choses qui nous échappent, et pourtant on est quand même interrogé là-dessus. Qu'est-ce que vous faites sur le changement d'échelle? Et c'est là
que une fois qu'on a travaillé avec les agriculteurs, qu'on a mis en œuvre l'innovation, etc., c'est à ce niveau-là que la volonté politique est très importante. Et je dois dire qu'au Sénégal, c'est une très très grande chance d'avoir cette volonté politique. Voilà, donc je pense que travailler ensemble, et on en parlait d'échelle, je pensais à l'échelle des terroirs, hein, et je crois que l'organisation des terroirs, la mise en commun des connaissances et ces instituts d'enseignement professionnel qu'a voulu le ministre de l'Enseignement supérieur au niveau des territoires, qui sont aussi des incubateurs d'entreprises, etc., enfin, qui ont cette ambition-là, doivent pouvoir appuyer ce changement d'échelle dans le territoire. Et donc peut-être que nous, les chercheurs, nous ayons, et puis c'était l'ambition c'est l'ambition d'un grand projet du CIRAD dans la vallée du fleuve Sénégal, du CIRAD, pas du CIRAD, avec ses partenaires, mais pour lequel le CIRAD appuie la construction, un projet comme le projet GITE, hein, gestion intégrée des territoires en zone sahélienne, c'est vraiment avoir un regard croisé de différentes disciplines sur ce qui se passe dans un territoire. Et ça, je pense que ça peut avoir vraiment une action sur le changement d'échelle. Donc, je crois que je ne vais pas être plus longue, je crois, et je suis très heureuse d'avoir participé à organiser cette rencontre, parce que je crois que cette rencontre, elle participe à l'infusion de la culture de l'impact et qu'on commence à passer de la promesse de l'impact à la culture de l'impact, et que c'est en faisant ce genre d'informations, de discussions entre nous que tout ça va diffuser. Et oui, moi je veux bien être plus intelligente et plus interactive, et je vous invite tous à l'être, et je crois qu'on a tous envie d'être plus intelligents et interactifs, donc continuons ensemble. Merci beaucoup. Interpelle sur le chercheur Total. Il était très content. Il dit, ah oui, bon, ça se passe bien. Je crois que, en tout cas, Étienne maîtrise bien son sujet. Les débats sont en cours, les questions sont bien ciblées. Je pense qu'on est vraiment satisfait de l'état d'avancement en cas des travaux. En tout cas, donc, une opportunité pour moi pour féliciter Étienne pour cette présentation. Je pense que vous nous avez donné l'opportunité de réviser, en tout cas de revisiter quelque chose qui nous est très cher chaque fois qu'on parle de la recherche. Est-ce qu'on est utile, oui ou non? L'impact de la recherche. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons, on doit pouvoir évaluer l'impact. Sinon, bon, comme vous le savez, on passe d'un projet à un autre. Quand j'ai parlé dans mon introduction des hypothèses, notamment tout ce qui était ex ante, nous sommes très forts parce que nous basons sur des hypothèses, quoi. Bon, maintenant, dès que ça vient ex post, ça nous pose problème parce que nous ne sommes plus là. C'est-à-dire, on est parti, ou bien le bailleur veut qu'on sache, mais qui doit l'évaluer? C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, en fait, qui doit faire l'évaluation d'impact? Est-ce que c'est le chercheur qui avait conduit son activité, ou bien, en fait, il faut un autre dispositif pour dire, ah tiens, le WAP est terminé, maintenant il faut évaluer l'impact du WAP. Mais est-ce qu'on doit le faire juste au moment de la clôture du WAP, ou bien on doit attendre 5 ans après et puis dire, on doit évaluer le WAP? Donc si c'est ça, est-ce qu'on doit mettre l'épée de Damoclès sur le CORAF, lui dire, montrez-nous l'impact de ce que vous avez fait, or qu'en fait, ce n'est pas possible. Dans la recherche que nous faisons, il y a ce qu'on appelle toujours l'apprentissage, c'est-à-dire les technologies. Donc la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire vous amenez une nouvelle technologie, vous donnez ça à M. Traoré, M. Traoré doit s'approprier de cette technologie. Ce n'est pas tout de suite. Il faut qu'il apprenne à maîtriser cette technologie d'abord. C'est tout le processus d'appropriation et d'apprendre cette technologie et de voir qu'est-ce que cette technologie lui apporte. Et je pense que ça, c'est un pas de temps que généralement on ne met pas souvent dans l'action de recherche parce que effectivement nous amenons notre technologie et puis nous passons à notre projet. On n'a pas le temps de souvent, parce qu'il y a beaucoup d'interpellations. Et l'interpellation qui nous fait aussi mal, et je pense que Seydou en a parlé un peu, chaque fois quand on vous dit un chercheur qui cherche, on en trouve, hein?
On en cherche. Un chercheur qui trouve. Non, non, c'est ça. Un chercheur qui cherche. On en trouve, mais un chercheur qui trouve, ça fait très mal, quoi. Je pense que pour un chercheur qui entend ça, on farce souvent et puis on passe, quoi. Mais en fait, c'est une manière de nous taquiner pour nous dire, en fait, on ne sent pas l'impact. Pourtant, l'impact est là. Mais simplement, nous ne travaillons pas suffisamment dans la visibilité de ce que nous faisons. Nous ne communiquons pas. Les chercheurs ne communiquent pas. Je donne juste quelques petits exemples. Au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, on a éradiqué la peste bovine. On a déclaré éradication de la peste bovine. Le laboratoire que vous voyez qui est là a tellement fabriqué de vaccins pour éradiquer la peste bovine avec tous les chercheurs qui étaient là. Et si on ne l'avait pas fait? Ça, je pose la question, et si on n'avait pas éradiqué la peste bovine, qu'est-ce qui serait passé aujourd'hui? Si on n'avait pas éradiqué, en tout cas au Sénégal, si on n'avait pas mis fin à la peste équine, ça nous a posé beaucoup de problèmes ici. On a parlé de peste équine, ça dit tout de suite, on est parti, l'ISRA a produit le vaccin polyéquipes. Le lendemain, on ne parle plus de peste équine et personne n'en parle. Et pourtant, on ne dit rien à l'ISRA. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas de remerciements. Et puis on passe à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes avec les politiques. Quand nous sommes avec les politiques fondent leurs préoccupations sur une demande sociale. La demande sociale, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'ISRA demande beaucoup de moyens au ministère des Finances, parce que le budget n'est pas encore là, et puis beaucoup d'autres structures, les étudiants sont en grève, et les professeurs aussi les accompagnent dans la grève, on ne va pas nous donner des moyens, on règle la grève là. Parce que les jeunes là vont jeter des pierres, mettre la pression sur l'État, les syndicalistes vont se lever. La demande pressante, c'est régler le problème de l'université. Nous, on fait la queue au trésor là-bas, pour dire qu'il nous faut nos essais pour produire les semences et tout. Bon, attendez là, la rue est surexcitée là, vous comprenez? La politique, c'est la demande sociale. J'étais à une assemblée où j'étais avec des parlementaires, on a bien présenté nos projets. Le député qui dit, monsieur le DG là, est-ce qu'on peut avoir une variété de riz qu'on sème aujourd'hui, qu'on récolte demain, et puis qu'on cuisine, et puis qu'on n'en parle plus, quoi? Parce que, vous comprenez, on est dans un cadre de politique d'autosuffisance riz, il y a beaucoup de questions sur le riz, on importe encore, il faut satisfaire et les politiques sont interpellées chaque jour. Il faut qu'avec les chercheurs, qu'on puisse véritablement trouver des solutions, souvent quand on les interprète, mais vraiment dans des délais très courts. Le politique ne peut pas vous dire dans 4 ans, ou bien dans 5 ans, parce que les élections législatives, c'est dans 2 ans, n'est-ce pas? Et puis dans 4 ans, il faut changer le président. Non, il faut quelque chose. Est-ce que vous l'avez dans votre tiroir là? Est-ce que vous pouvez me régler telle chose? Vous pouvez me régler telle chose? Ce qui fait que c'est important, dans ce processus de valorisation de la recherche, qu'on puisse effectivement montrer que les chercheurs, en tout cas, nous, je sais que cet an dernier, avec la vision du chef de l'État dans le cadre du plan Sénégal et les gens, où la recherche est très interpellée, bien sûr, on a reconstruit le capital semencier. Les gens ont dit non, il n'y a pas de semence certifiée. En 2-3 ans, on reconstruit le capital semencier. Le ministre a commencé à trouver, quand il est arrivé, c'était 9 000 tonnes de semences certifiées qu'on donnait. Il est à 60 000 tonnes de semences certifiées, avec vraiment une dynamique très très rapide de reconstitution, de production de semences pré-base, base, ainsi de suite, très suivie, parce que les politiques, il y avait une demande pressante qui était là, et il fallait en tout cas répondre à cette demande, et les politiques nous ont mis la pression, et nous avons sorti les résultats dans des délais très courts. Bon, je pense que les relations CEDEAO, donc, avec les politiques, il faut bien voir qu'est-ce qui est demande sociale, donc notamment, et qu'est-ce qui est très court terme, parce qu'il faut répondre tout de suite, et des questions de développement sur lesquelles on pense aux ODD, notamment développement durable. Si c'est des questions de développement durable, donc je pense que en tout cas, c'est tous les partenaires qui sont impliqués, qu'il faudrait bien voir comment tout ça là s'imbrique les uns dans les autres. Et je vous dis qu'il y a eu une révolution silencieuse qui s'est passée dans le monde rural. Je dis bien révolution silencieuse, parce qu'en fait, il n'y a pas eu trop de bruit, mais ça s'est passé. Moi, quand j'arrivais à l'ISRA, en cas dans la recherche, certainement vous l'avez vécu, vous avez parlé de vos variétés, on parlait toujours du top-down. Ça vient d'en haut, appliquer. Bon, si vous n'appliquez pas, donc il y a eu beaucoup d'échecs, parce que les gens, bon, on leur donne des choses prêtes à mettre. Voilà, on a rejeté beaucoup. Il fallait apprendre sur ces échecs. C'est des choses sur lesquelles il faut apprendre beaucoup de choses.
Donc moi, tout de suite, quand on est venu avec Feu Jacques Faye, on a démarré le département de recherche sur les systèmes de production. On a dit non, il faut une approche systémique. Il faut tenir compte du contexte et savoir pourquoi le producteur est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Why farmer is doing what he's doing. On parle de ça. C'est-à-dire pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas améliorer ce qu'il est en train de faire. Parce que si vous venez du top-down, vous dites prenez et puis ça ne marchera pas. Le plus souvent, ça ne marchera pas. Mais si vous comprenez ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait, vous pouvez certainement l'amener à changer si ce que vous lui apportez est meilleur que ce qu'il est en train de faire. Donc la démarche systémique nous a permis tout de suite de monter des équipes. C'est pour ça que le chercheur Total n'avait plus sa place. Parce que là, ça devenait dans des équipes système. Moi, si je ne vous dis pas quelle est ma spécialité, peut-être les gens de l'ISRA le savent, si je ne vous dis pas quelle est vous ne pourrez jamais deviner ma spécialité. Je peux avoir tout un discours de recherche et finir sur l'agronomie, la biotechnologie et tout ça, et puis partir. Vous dites, mais le DG là, qu'est-ce qu'il est? Quel est son profil? Parce que j'ai évolué dans une équipe de système. C'est-à-dire, si le coordinateur qui était économiste n'était pas là, si je présente le programme, vous dites, hey, tiens, c'est l'économiste. Un chercheur de l'INRA est venu et m'a appelé l'économiste de la mécanisation. Je ne suis pas l'économiste de la mécanisation, simplement j'ai présenté le programme. Vous pensez, si je vous présente le programme zootechnique, vous pensez que je suis zootechnicien? Non, c'est parce que je suis dans la traction animale. Je ne peux pas être dans la traction animale sans connaître la zootechnie, sans connaître les systèmes d'élevage, des questions comme ça. Donc vous voyez, donc ça, le chercheur Total, effectivement, commençait à disparaître dans cette révolution silencieuse parce qu'on mettait en place des équipes pluridisciplinaires. On a dit que ce n'est pas suffisant, on a dit qu'il nous faut une démarche participative maintenant. Ce n'est plus uniquement ces équipes systèmes-là, eux seuls, de piloter, avoir des producteurs pour faire des tests. Non, il faut maintenant impliquer le producteur dans le processus. Et on a dit véritablement, et ça c'est avec le CRDI qu'on a beaucoup développé, une démarche participative. Donc partout maintenant, on appelle les producteurs qui viennent assister. On nous dit que ce n'est pas suffisant. Pour monter les chaînes de valeur, les plateformes d'innovation, il faut une démarche inclusive. Ce n'est plus nous qui décidons, c'est les autres qui décident. En même temps, on participe dans le processus de prise de décision. C'est la démarche inclusive. Et ça, je pense que progressivement, donc vous voyez, cette recherche pour le développement, voilà, vraiment prend pied et devient la règle partout où vous allez maintenant. Vous ne pouvez plus venir et dire Asprodep, bon, non, non, non. Est-ce que ça les intéresse d'abord? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils l'ont déjà testé. Certainement, ils ont eu à avoir des résultats dans le passé. Moi, ça ne les intéresse pas. Bon, vous venez avec votre programme, ça n'intéresse personne. C'est parce qu'effectivement, on a changé de paradigme. Maintenant, on voudrait qu'il y ait une démarche inclusive dans tout ce que nous faisons. Bon, je pense que votre questionnement sur l'impact, en tout cas, comme vous l'avez en tout cas mentionné, comment mesurer l'impact de la recherche agricole, vous nous avez montré un modèle, quoi, un modèle qui, en tout cas, vous allez organiser une formation, je crois, dans 2 jours, qui certainement tous les chercheurs qui vont y assister vont voir un peu une lumière de solution à des questions qu'on se pose et pour lesquelles nous n'avons pas véritablement de solution. J'étais avec le Conseil économique et social, on me posait beaucoup de questions sur mais la recherche. Moi je dis, est-ce que vous savez que ce que les gens mangent à Dakar quand vous tournez ici? Ils me regardent. Ah oui, c'est une bonne question. Je dis, ils mangent du ndambé. Les gens, les Sénégalais connaissent bien le ndambé, quoi. Le ndambé, c'est la bouillie, c'est sauce de ragoût de niébé. Le Sud la connaît très bien. C'est des ragoûts de niébé qu'on met avec la viande et tout ça, un peu quoi, pour enrichir, parce que le niébé a beaucoup de protéines. Partout où vous allez, là, au port, partout, c'est ça que les gens mangent à midi. Et les gens ne savent pas qu'ils mangent du yacine, quoi, la variété yacine. C'est des résultats de la recherche que les gens consomment chaque jour. Hein? Maintenant, là-bas, on me pose la question, je dis, mais allez demander aux gens qui déjeunent chaque jour à Dakar, qui passent la journée, parce qu'avec les journées continues, les gens mangent en ville, ne rentrent plus chez eux. C'est du ndambé. Ah oui, oui, je vois beaucoup. C'est des résultats de la recherche. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont comme ça, qui, à la limite, nous sommes interpellés chaque jour et pour lesquelles il serait important qu'on puisse à chaque fois donner des... Maintenant, les innovations, comme vous le savez, dans cette recherche inclusive, parce qu'on parle de plateforme d'innovation, les innovations sont devenues véritablement l'entrée, quoi.
vraiment quand on discute avec des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, on dit chaque fois innovation. Quelles sont les nouvelles? Donc ça n'appartient plus à la recherche. Et dès qu'on parle d'innovation, il y a le côté social. Parce que l'innovation, bon, moi, comme je l'ai comprise en tout cas dans le temps, c'est vraiment l'utilisation des sciences pour répondre à une demande sociale, pour qu'on puisse créer quelque chose qui puisse être bénéfique. Et ça, tout de suite, on a une innovation. Mais cette innovation, donc, n'est pas toujours technique. Ça peut être institutionnel, ça peut être social, parce que ça peut être une forme de réorganisation des choses. Ça peut être, de telle sorte qu'il faut bien qu'on voit, en tout cas, ce que nous apportons comme amélioration, comment le caractériser véritablement, de typer. De dire que c'est une innovation qui permet d'améliorer l'environnement de la production, donc une innovation organisationnelle, ou bien une innovation institutionnelle, parce que maintenant les décideurs vont nous prendre, en tout cas les lois, les règlements qui nous permettent de mieux approprier. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne veut plus pénaliser les technologies que nous apportons. Parce que la valeur intrinsèque de la technologie, la technologie, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est la manière dont vous l'introduisez où vous amenez un problème. Votre variété de maïs qui fait 5 tonnes, je ne sais pas, 10 tonnes à l'hectare. Mais vous savez très bien qu'il faut respecter un environnement, des conditions pour que ça fasse 10 tonnes à l'hectare. Si vous me le donnez et je vais à Nioro, il ne pleut pas. Il n'y a pas suffisamment. Les gens, 14% des produits mettent de l'engrais. On peut avoir beaucoup d'engrais, tout ça. Nous, on a par essence une agriculture biologique. Parce que les gens, vous voyez là, un milieu paysan, les gens, c'est 14% qui mettent de l'engrais. Tout le groupe, ils ne mettent pas d'engrais. Donc, ils sont toujours bio. Ils ne mettent pas de pesticides. Il n'y a aucun producteur qui utilise pour désherber chimiquement. Non, ça n'existe pas. C'est le radobaling, c'est la houssine. Il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a pas d'engrais non plus. Donc, si vous mettez une technologie qui demande 400 kg de 8, 18, 27 de NPK pour donner les 10 tonnes, le gars ne met rien du tout. Il se retrouve avec 500 kg ou bien 1 tonne. Il dit que la variété n'est pas bonne. Tout de suite. En fait, c'est parce qu'on a pénalisé la technologie, on l'a introduite dans un milieu et dans des conditions de culture qui n'étaient pas ce qui était désigné, ce qui était dicté. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de questionnements comme ça qui font que ces plateformes d'innovation, en tout cas la présence des chercheurs dans ces milieux pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire, inviter les politiques, parce que lui il a parlé de relation chercheur-décideur avec le CRDI. On a travaillé, c'est les FADEL avec tout ça là, c'est nous qui avons écrit ce document. C'était important que les décideurs puissent comprendre ce que fait la recherche. Parce que tant qu'ils ne comprennent pas, ce serait toujours difficile de venir avec une demande sociale, de vouloir que les gens les règlent le lendemain. Je crois que ces questions-là, il faudrait qu'on continue. Donc vraiment, je peux faire une conférence aussi, et je ne veux pas vraiment trop maîtriser la parole pour tout ce temps, pour vous dire que le sujet était très très intéressant. Je pense que tous les acteurs qui sont là ont appris beaucoup de choses, en tout cas moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Féliciter le CIRAD pour nous avoir donné cette opportunité d'avoir Étienne avec nous toute la matinée et qui va rester encore quelques jours dans ce processus de renforcement de capacité, comme vous l'avez souligné dans votre présentation, qui est un volet très très important dans le travail que nous sommes en train de faire. Remercier tous les partenaires qui sont là. Je pense que l'Union européenne qui nous accompagne, il y a beaucoup de projets sur lesquels ils veulent toujours savoir où est-ce que vous en êtes, quoi. Chaque fois, on me pose la question de savoir les semences là. Bon, mais je sais quand même de mettre beaucoup de semences dans le marché. Mais c'est normal parce que vous ne pouvez pas donner de l'argent. Et puis, c'est pour ça, dans la présentation de Étienne, ce qu'on appelle baseline studies, l'étude de référence, c'est très important. On ne peut pas toujours recommencer des choses. Le baseline study nous permet de faire l'état des lieux et puis de dire, bon, ça, on peut partir d'ici. Donc ça, on ne peut pas le faire sans connaître l'impact. Et où est-ce qu'on en est dans le processus d'appropriation et de maîtrise de la technologie. Je crois que ces questions-là sont des questions importantes qui nous interpellent et pour lesquelles, véritablement, nous sommes intéressés à travailler avec le CIRAD, avec tous les autres partenaires, pour qu'on puisse arriver à tous parler le même langage et pouvoir évaluer en tout cas tout le travail que nous avons. Donc véritablement, au nom du ministre de l'Agriculture, encore vous remercier. Il aurait bien aimé être là. En tout cas, je vais lui rendre compte fidèlement pour lui dire que bon, vraiment, on a tenu un très très bon atelier. Et bon, certainement, on verra les jours à venir la suite à donner à tout ça. Et bon, en profiter pour déclarer clos l'atelier sur l'évaluation de l'impact des paysans. Je vous remercie. Voilà, donc, man maay Alioune Fall, directeur général de l'ISRA. Tey nag dañu amoon ndaje bu am solo bu ñu defoon fii au pôle de recherche de Hann, maanaam
mbirum fi ñu defee recherche fii ci Hann ci élevage ñu bari élevage lañ ko xamee pour waxtaan ci mbirum gëstu ak nan la ñu mën a xayma lan la fi gëstu di indi parce que loolu lu am solo la parce que dañuy dégg ni gëstukat yaa ngi fi ñu ngi liggéey waaye du ñu xam seen liggéey lan la fi indi c'est bon seen gëstu bi lan la fi indi loolu nag dafa laaj ay jumtukaay yu ko war a mën a xayma te loolu nag soo ko seetee bu baax chercheurs yi suñu liggéey ci seen projet yi pour di créer ay variétés ak di créer ñoom suñu créer variété bi rek dem nañ defi leneen après dootuñu xam après nan la ko askan bi jëriñoo léegi nag tey dañu doon seet nan la ñu mën a seet askan bi ñu mën a xayma ñoom lan la ñuy gis lan la ñuy jëlee ci loolu te loolu lu am solo la parce que kooku du affaire u benn at du affaire u ñaari at mën nga génne lu bees peut-être ci fukki at la ñuy doog a gis li njëriñ bi mu am kooku gis nañ ko ci bare am na ñoo xam ne nag mën nga ko génne tey suba ñu gis njëriñ bi soo fi génnee par exemple ñi nga xam ne dañuy liggéey ci mbirum artisan yi ngay dégg par exemple ku defar benn moulin wala ku defar benn batteuse wala ku defar benn décortiqueuse maanaam suñ koy jëfandikoo rek ci suba sa mën nañ la wax njëriñ bi mais ki nga xamee ni benn variété bu bees la ñuy génnee comme ni ñuy ISRA génnee fukki variété yu bees yi nga xamee ni ci mbirum changement climatique la nekk du suba rek lañuy du at bii di ñëw lañ koy xam tant que variété yu àggul ci ñi koy jëfandikoo ba ñu mën ko bay ci àll Sénégal yëpp doo xam maanaam impact loolu lan la indi ci ñi nga xam baykat yi ci variété yu bees yooyu loolu nag dafa laaj ñu mën ko xayma donc loolu moo tax tey ñu dajee fii ak sunu naataangoo yu ñuy wax SIRAT nga xam ni ñoom am nañu partenariat bu dëgër Sénégal ak France moom kenn wax coopération bi fi am coopération bi yàgg na fi trop tey nag ñu mën a toog ñu tëral sart yoo xam ni dinañu mën a may ñu mën a xayma même projet sax buy doog a tàmbali bala muy jeex sax war nañu mën a xalaat lii la war a jur su projet ba jeexee nañu seet lan la jur waaw te loolu nag def naa lu am solo la ce qui fait que gëstukat yi nekk fii dinañ mën a xam léegi seen en tout cas seen liggéey lan la indi ci réew mi ñu mën ko xayma ba nga xam ne politique yi suñ koy déggee di mën a boole ci seen en tout cas seen préoccupation yan conditions la chercheurs yi war a nekk ak yan moyens lañ leen war a jox pour encore une fois le développement économique social bu réew mi mu gën a mën jëm kanam ñu accès en tout cas ci objectif yi ñu fixé woon surtout ci cadre plan Sénégal émergent nga xam ni xaymoon nañu ci mbirum jiw lan moo fi war a am gis ngeen ne jiw bi léegi ñëpp dañuy utiliser jiw presque certifié mais ci njëlbeen amu fi woon ñu xool oignon bi ñëpp gis nañu oignon bi fi mu dem ñëpp gis nañu pomme de terre maa ngi avancé ñëpp gis nañu ceeb bi génn nañu ay xeetu ceeb yoo xam ni fukki tonnes sax la ñuy joxe yoo xam ni yëpp gëstu ñoo koy génne te dinañu permettre en cas politique yi engagement yu ñu jël ak askan wi ñu mën a respecter engagement yi loolu daal moo ñu dajal woon tey. ñu ngi lay gërëm la sant DG. maa ngi leen di gërëm.